Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast BMX Media, le 3e épisode désormais. Chaque mois, on essaye de vous faire découvrir de l'intérieur notre monde à travers des interviews, des histoires. On parle très souvent de performance, de pilotes, de résultats. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous faire découvrir un autre aspect du BMX dont on parle un petit peu moins, celui de l'entrepreneuriat. Alors pour cela, j'ai interviewé Lionel Ribière, fondateur de la marque Marshall et du groupe LRB Racing. Comment créer une marque dans un milieu de niche comme le BMX? Qu'est-ce qui produit ce déclic? Comment bien fabriquer ses cadres, ses fourches, ses produits? On a parlé de beaucoup de sujets et vous allez le voir, Lionel n'a pas mâché ses mots. Trouver un bon fabricant, ça c'est primordial, un bon fabricant. Sinon, il peut te tuer. Moi je sais que si j'avais pas trouvé le nouveau fabricant, j'allais arrêter Marshall. C'était pas possible de continuer comme ça. Je voyais mettre des cadres, j'en prenais 30% des cadres poubelles. Ça les gens ils le savent pas. Si vous aimez notre format, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, ça prend vraiment 5 secondes et ça aide le podcast à se faire référencer, à se faire connaître. Et si vous voulez le sponsoriser pour nous aider à le développer, alors vous pouvez nous écrire sur Instagram, @bmxmedia, BMXMEDIA, _. Tu écoutes tes pilotes, tu entends ce qu'ils ont à dire et il faut toujours leur permettre de leur donner les meilleurs outils pour qu'ils puissent pratiquer leur sport. Et petite précision, cet épisode n'est en aucun cas sponsorisé par la marque Marshall. Soyez les bienvenus dans ce 2e épisode de BMX Talk avec Lionel Ribière. Je voulais parler de la première chose qui est de se lancer dans un milieu de niche comme le BMX. Je me dis comment t'as vraiment eu comment c'est passé d'un désir à réellement un projet, tu vois, de se dire je vais aller dans ce marché et en plus de ça, tu vois, toi t'as une vie, tu vois, comment tu te dis vas-y je vais y aller, tu vois, vraiment dans ce marché-là, tu vois. Alors c'est vrai que c'est compliqué, c'est pas une décision facile. Je pense déjà qu'il faut être passionné. Dans un milieu de niche, si t'es pas passionné par ce que tu fais, c'est même pas la peine, tu te lances pas. Tu te lances pas pour le business. Quand tu te lances pour le business, tu te lances pas dans un milieu de niche où c'est pas forcément rentable et que ça demande énormément d'énergie. Donc là, il y a la passion avant tout, et puis après, il y a le sens d'être un créateur. Si tu n'es pas un créateur, si tu n'as pas une appétence au niveau du marketing produit, donc le design produit, la passion que tu vas amener à ça, le marketing que tu vas amener à ça, une certaine maturité aussi pour pouvoir diriger l'entreprise, faire naître cette marque, sincèrement, c'est compliqué. Donc derrière, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui m'a lancé? C'est avant tout la passion et l'envie de créer. J'adore créer, c'est mon métier à la base. Moi, je suis responsable produit et marketing. Donc c'est mon métier, j'ai toujours créé. Ça fait 20 ans que je crée plein de choses à droite à gauche. Donc je fais beaucoup de design. Et voilà, et effectivement, en tant qu'ancien pilote, mes enfants faisaient aussi du BMX. Et ça s'est lancé ni plus ni moins que pendant le premier confinement, pendant le Covid. Donc on a été confinés, je crois, de mémoire pendant 2 mois. C'était à partir du mois de mars 2020. Et donc pendant 2 mois, on s'est tourné les pouces, quoi. Et donc ça, moi, c'est pas possible. Je suis un hyperactif, j'ai besoin d'avancer. Et je me suis dit, c'est peut-être le moment d'aller lancer une idée, une marque. Donc effectivement, comme tu l'as dit à juste titre, des roues en aluminium, mais pas que. J'avais réfléchi aussi, j'avais commencé à designer le cadre, le cadre qui est aujourd'hui le cadre qu'on connaît Marshall. Et voilà, ça s'est lancé de cette manière-là. Et c'est vrai que pour le coup, j'ai eu du temps pour moi pendant 2 mois, vu qu'on était en confinement, pour le lancer. Et d'ailleurs, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ce qui est assez marrant, c'est que, là, pour le coup, c'est vraiment un hasard de calendrier. C'est qu'aujourd'hui, le projet existe depuis 3 ans, pile 3 ans, puisque les premiers dessins, les premiers croquis, je les ai faits en avril 2020. Et on est en avril 2023. Donc là, pour le coup, le projet existe depuis 3 ans. Ça m'interpelle parce que tu parles justement de ce fait-là de vouloir créer, de pas t'ennuyer. Est-ce que tu penses que s'il n'y avait pas eu le Covid, t'aurais pu passer de j'ai une idée à je le fais? Ou tu penses que sans le Covid, peut-être que voilà, la vie aurait continué, au final tu te dirais ça peut être bien mais c'est une idée, ça restera qu'une idée, tu vois? Oui, ouais, c'est pertinent ta question, effectivement, et je ne m'étais jamais posé la question. Et tu vois, le fait que tu me la plantes dans le décor, oui, tu as raison. Je pense que s'il n'y avait pas eu le confinement, je n'aurais pas créé Marshall. Ouais, très clairement. Parce que j'aurais pas eu le temps
Donc j'aurais pas fait naître le projet. Et ce qui a fait naître le projet, qui l'a fait le lancer, en fait, c'est le fait d'être chez moi pendant 2 mois et à rien faire, quoi. Et c'est ça, en fait, qui m'a donné le coup de pied aux fesses, entre guillemets, pour aller créer, faire des croquis et commencer à travailler là-dessus. Il ne faut pas oublier que tous les produits, comme 99% des produits d'ailleurs dans le monde entier des vélos, sont faits en Asie. Et donc eux, en Asie, ils n'avaient pas encore le confinement, ils n'étaient pas encore confinés. Et donc pour le coup, ça m'a permis effectivement de mettre en place, de trouver les fabricants et tout ça pendant cette période de confinement. Et c'est vrai qu'effectivement, comme tu le dis, je pense que s'il n'y avait pas eu le confinement, j'aurais pas eu le temps de lancer en tout cas le projet. Et donc s'il n'y a pas de lancement, il n'y a pas de marque. Toi, t'as fait du BMX il y a longtemps. Là, t'en fais toujours, mais Dans les années 90, ouais. En tant que compétiteur dans les années 90 et je continue à en faire aujourd'hui en amateur. Et chose, ma question peut-être, elle peut paraître un peu bête comme ça, mais pourquoi tu t'es pas lancé à cette époque-là? Tu vois, pourquoi tu t'as décidé de te lancer que après, tu vois? Oui, alors bon, très clairement, moi quand je faisais de la compétition de BMX, j'avais 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans. Donc clairement, à cet âge-là, on ne lance pas une marque, on ne lance pas une entreprise. Voilà. Ensuite, j'ai arrêté le BMX, je me suis mis à la boxe. Donc j'ai fait beaucoup de boxe, j'ai fait plus de 10 ans de kickboxing, dans laquelle après j'ai été entraîneur et tout ça. Donc le BMX, c'était derrière moi, entre guillemets. Ce qui m'a fait revenir dans le BMX, c'est mes enfants. Voilà, c'est mes enfants parce qu'ils ont retrouvé des coupes dans le grenier de BMX que j'avais de l'époque, que j'avais encore aujourd'hui. Et donc je me suis remis au BMX et puis en tant que créateur, voilà, ça a fait son petit chemin et il y a eu le confinement et il y a eu Marshall. Et quelle différence t'as vu, pour parler pas forcément pas forcément des pilotes, etc., tu vois, un peu plus au niveau justement de cet aspect un peu des créateurs, que ce soit des marques de BMX, des marques de casques, des marques de... Tu vois, quelle différence un peu t'as vu toi entre le moment où t'es parti et le moment où t'es revenu? J'imagine qu'il y a dû en avoir énormément. Ouais, c'est colossal. En fait, dans les années 90, déjà, on n'avait pas des cadres en aluminium et encore moins en carbone. À l'époque, c'était plutôt des cadres en acier. Les marques, c'était surtout des marques américaines. Moi, à l'époque, GT existait déjà. Il y avait Hutch, qui était une superbe marque. On avait Sun, marque française, qui a été créée justement par Monsieur Commande-Salle à l'époque. Mais c'est tout, hein, de mémoire, c'était surtout des marques américaines. Et donc, à cette époque, on avait une ambiance, je trouvais l'ambiance a été superbe, quoi, parce qu'en fait, on n'avait pas vraiment de code, parce que le BMX était encore tout récent. Et donc, les codes qu'on avait, on était très attachés en fait au monde du skate, du surf. Tu vois, et on avait beaucoup de ces marques-là, on avait beaucoup de ces codes-là, on ne se prenait pas la tête, on faisait des jumps, on faisait des courses, on était là entre potes et on ne se prenait pas la tête. La différence avec aujourd'hui, les vélos ont énormément évolué, ils sont devenus plus racés, plus légers, plus rigides, on va vraiment à la recherche de la performance, les bosses ont changé. À l'époque, les bosses, je peux te dire qu'il y avait des sacrés trous entre les deux doubles. Si tu sautais pas, crois-moi que si tu frappais, tu pliais ta fourche. Voilà, très clairement. C'était beaucoup plus engagé qu'aujourd'hui, je trouvais, à l'époque. Voilà, parce qu'on avait des sauts et des... Bon, je parle bien évidemment pas des sections pro, hein, parce que quand on regarde les sections pro, c'est extrêmement engagé. Mais on va dire dans le milieu amateur, je trouvais que les bosses à l'époque étaient plus dangereuses qu'aujourd'hui. Bon, alors pourquoi? À mon avis, c'est par rapport au phénomène des pédales automatiques. Voilà. Donc, par rapport aux pédales automatiques, je pense qu'on a adouci les bosses. Alors pas dans la longueur, bien évidemment, mais plus dans le creux. Et on a beaucoup plus d'enchaînement de technique aujourd'hui. Voilà, par contre, en termes de technicité, aujourd'hui, on voit bien les 3e et 4e lignes. On n'en avait pas des lignes comme ça à l'époque. C'était pas pareil. Voilà. Et donc, et pour revenir sur, on va dire, l'ADN d'aujourd'hui du BMX, on est très prononcé racé, donc on n'est plus trop, comment dire ça, je retrouve plus cet esprit surfeur, copain, skater, on se prend pas la tête, on est là, on a un groupe. On s'encourage. Je me rappelle quand je faisais des compètes, moi j'étais au club de Tretz à l'époque. Et aujourd'hui, 30 ans après, tous les pilotes avec qui je roulais, qui appartenaient au club de Tretz, aujourd'hui on est encore copains, on est encore des potes, quoi. Et donc il y avait une vraie cohésion et on s'entraidait entre nous. Alors on se charrie beaucoup, il y a beaucoup de charriage, mais on s'entraidait beaucoup. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est devenu beaucoup plus individuel. Les parents sont beaucoup plus, comment dire ça, imprégnés
par la performance du pilote, mais des fois dans le sens un peu négatif. On en oublie le plaisir. Moi, je vois les gamins déjà de 10, 11, 12 ans, ils vont faire des sprints, ils vont faire de la muscu et tout ça. Je trouve qu'on oublie le plaisir avant tout, quoi. Et le plaisir, c'est quoi? C'est envoyer des jumps, envoyer des figures. Moi, je rappelle quand on faisait des courses et que je voyais mes potes ou bien des top pilotes qui envoyaient des tabletop sur des grosses doubles et tout. Putain, c'était du spectacle, c'était le show à l'américaine, quoi. C'était beau à voir. Aujourd'hui, c'est toujours beau, c'est magnifique parce que c'est extrêmement technique, c'est très rapide, c'est très engagé. Mais on n'est plus dans la figure aujourd'hui. On est vraiment dans il faut raser la bosse, il faut aller vite. Donc bon. En termes de spectacle, c'est très impressionnant aujourd'hui parce qu'on a des sections pro, on a des buts à 8, des fois même un peu trop impressionnant je trouve, parce qu'on voit bien les résultats quand les pilotes tombent, ils se font très mal. Mais voilà, je trouve qu'en 30 ans, ça a complètement changé. On n'est plus dans l'esprit du surf et je pense qu'aujourd'hui le BMX, la section BMX qui a gardé un peu cette ambiance-là, c'est le dirt. Dans les champs de boss et tout ça, les mecs, tu vois, ils continuent vraiment les figures et tout, ils se prennent pas la tête. Je pense que c'est ceux qui ont continué, quoi. Je veux dire, ceux des années 90, ils se sont un peu orientés, je pense, là-dedans, dans les champs de boss, on pédale plate, on se prend pas la tête. Mais c'est pas une critique ce que je dis, loin de là. Aujourd'hui, le BMX Racing est très beau à voir, très impressionnant, mais ça serait bien de se détendre un peu. Et de ne pas oublier le plaisir avant tout, le plaisir des jumps avec les copains, d'envoyer des petites figures et tout, tranquille quoi. C'est un sport fun avant tout le BMX et il faut que ça reste un sport fun. Donc toi tu quittes le BMX, tu reviens, j'imagine que quand tu reviens, enfin tu réapprends pas tout à zéro, mais tu vois, tout a tellement changé. Et je me dis comment dans un milieu de niche comme le BMX, comment tu apprends à dessiner un cadre? Comment tu apprends à avoir la bonne fourche? Comment tu apprends à avoir le rapport poids-vélo avec performance? Comment tu apprends en fait ton métier, si je peux dire entre guillemets? Parce que tu vois, pour le coup, si je vais prendre un exemple tout bête, mais si je vais sur YouTube et que je tape comment fabriquer un ballon de foot, j'aurai sans doute beaucoup plus de chances d'avoir la réponse que si je tape comment fabriquer un cadre de BMX. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, pour parler de ce premier thème qui est se lancer dans un milieu de niche, comment tu apprends ton métier, entre guillemets, de fabricant de BMX ou de créateur de cadres de BMX dans un milieu de niche? Il faut être un passionné, donc connaître le vélo, ses sensations, pourquoi il a telle sensation ton vélo, pourquoi il est nerveux, pourquoi il est stable, pourquoi il n'est pas nerveux, pourquoi il n'est pas stable, et ainsi de suite. Donc pour ça, il faut savoir faire du vélo. Et ensuite, il faut être un créateur. Si tu n'es pas un créateur, si tu ne sais pas designer, ça va être compliqué. Voilà. Et donc clairement, pour répondre à ta question, moi par exemple, le cas de Marshall, quand j'ai commencé à designer, j'avais roulé sur plusieurs marques différentes. Je savais ce que j'aimais pas, et ce que j'aurais aimé améliorer sur une base qui me plaît. Tu pars toujours de quelque chose. Et donc quand tu pars, la personne qui va te dire je ne suis pas parti de quelque chose, c'est probablement un menteur. Voilà. Donc c'est comme la roue. Hein. La roue, elle est faite. Hein. Personne détient la roue. Voilà. Donc tu pars de la roue, mais après tu vois comment l'améliorer. Voilà, c'est pareil pour le cadre. Pour la fourche, après, là c'est pareil, c'est du design. En général, quand tu vois à peu près les dimensions que font tes concurrents, les autres marques, tu vois à peu près ce qui peut changer sur un drap height plus long, plus court, une fourche plus haute, moins haute. Mais ce qu'on va surtout chercher dans une fourche aussi, c'est sa rigidité, bien évidemment, mais sa solidité. Et pour ça, il faut aller faire des tests en laboratoire, ce qui n'est pas fait. La plupart du temps, moi je sais, les marques ne le font pas parce qu'il n'y a pas d'obligation. Il faut savoir que les vélos de BMX de compétition sont des vélos qui ne roulent pas sur la route. Donc on n'est pas obligé de les faire certifier. Il n'y a aucune certification. Voilà. Ce qui est d'ailleurs, à mon sens, une totale erreur. Parce qu'on est obligé de certifier un petit vélo de Décathlon qui va sur la route. Par contre, un vélo de compétition où on envoie du lourd dessus, il n'y a pas besoin de le certifier. On nous marche sur la tête. Pour la fourche, tu parles? Pas que la fourche. Tout. Tout ce qui est compétition pour la race, donc fourche, cadre, roue, pédalier, tout. Tu n'es pas obligé de le faire certifier puisque tu roules sur une piste fermée. Tu n'es pas sur la route. Voilà. Bon, ceci dit, nous, on n'a pas pris cette optique-là. Donc, on est parti du principe de tout certifier. Et notamment la fourche Black Diamond, quand on l'a sortie, donc designée et ainsi de suite, on l'a fait fabriquer. Et quand on l'a fait tester en Asie,
Elle passait, les tests, le fabricant a dit ok, il n'y a pas de problème, ça passe bien. Et quand on l'a prise ici en France et que je l'ai envoyée en laboratoire en France pour faire la nef, de mémoire c'est la 16059. Donc c'est pour le BMX compétition catégorie 2, donc pour les adultes. Eh bien, au premier test, ça n'est pas passé. Voilà, il faut savoir qu'il y a plusieurs cycles à respecter, ce que ne font pas les Asiatiques. Les Asiatiques, ils inversent en fait le cycle et ça fausse tout. Et donc en fait, quand tu fais la vraie norme, tu te rends compte en fait qu'ils ne respectent pas ces cycles-là. Et donc c'est moi qui ai contacté mon fabricant, et c'est un gros fabricant qui fabrique pour plein d'autres marques, et en fait ils ne connaissaient pas ces cycles, donc c'est inquiétant quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même des grandes marques qui ne font pas certifier. La preuve, c'est que le fabricant ne la connaissait pas. Donc pour le coup, je lui ai expliqué comment était la véritable certification en France, quels étaient les tests de fatigue, les tests de poids, et ensuite les tests de choc, avec toutes les normes. Donc il a pris ça en considération. Je lui ai montré où là la fourche n'avait pas tenu, donc elle n'a pas tenu à la fin du cycle, donc sur les tests de poids, après avoir subi les tests de fatigue et de pression, de poids. Donc quand on a fait ensuite les tests de choc, c'est là où elle s'est un peu émiettée. Je leur ai donné tous ces rapports-là, ils ont refait, ils ont retravaillé le carbone différemment et depuis, elle a été repassée en France et maintenant elle est certifiée. Je sais que j'ai une fourche qui est une des plus solides au monde, mais ça, c'est parce que je me suis un petit peu intéressé, j'ai regardé sur Internet quelles étaient les obligations, comment aller chercher de la qualité sur un vélo, quelles étaient les études cliniques qu'on pouvait avoir, enfin les études cliniques, les tests en laboratoire qu'il fallait faire, et je les ai faits. Voilà. Et c'est comme ça que tu vas réussir à créer ta marque. Mais il faut être curieux. Si tu n'es pas curieux, que tu n'es pas un créateur, et qu'il te manque de la pugnacité, laisse tomber, c'est même pas la peine. C'est un combat qui va être perdu d'avance. Pour parler encore de ce fait-là de se lancer dans un marché de niche, donc on a parlé de comment tu t'informes, comment tu apprends. En gros, il faut être curieux, il faut s'intéresser. Et comment tu t'entoures aussi, parce que de BMX, et là je vais parler pour moi par exemple, pour te donner des précisions en tant que média associatif, c'est que des journalistes, t'en as partout, mais des journalistes qui connaissent le BMX, t'en as pas beaucoup. Donc ce qui parfois peut être compliqué, si tu prends des gens qui connaissent pas le BMX, ça peut parfois être un décalage. Alors forcément, tu peux prendre des gens, leur expliquer, et sur le terrain, ils vont apprendre eux-mêmes, et c'est ce que nous, on fait des fois quand on a des gens qui nous aident. Mais toi, par exemple, pour une marque, comment tu fais, pour trouver un entourage dans un milieu de niche comme le BMX? Comment tu fais quand tu crées pour t'entourer comme il faut? C'est très dur. Alors, je vais pas te le cacher, c'est très dur. De toute façon, le projet de créer une marque est très dur. Hein. Donc, voilà. Moi, j'ai réussi à m'entourer parce que, par la force des choses, on a eu beaucoup de pilotes dès la première année en co-factory. On a rencontré, pour le coup, des parents de pilotes. Ces gens-là, il y en avait certains qui avaient des compétences et qui ont pu venir nous aider sur certains sujets. Il y a eu également mon frère, Johan. J'en ai déjà parlé auparavant. Donc lui, mon frère, il est ingénieur mécanique. Alors pour le coup, j'aime bien prendre la métaphore en disant qu'il faut se calmer dans le BMX, on n'envoie pas des satellites. Pour le coup, lui, il envoie des satellites par contre, dans l'espace. Voilà, ça c'est son métier. Okay. Donc il est hyper calé. Et c'est vrai que des fois, quand j'ai des questions qui sont un peu touchy, un peu où il faut avoir une connaissance, c'est vrai que pour le coup, je demande à mon frère. Je lui demande ce qu'il en pense. Et là, c'est vrai que pour le coup, on va dire qu'il va dominer un peu le sujet parce que c'est des choses, c'est son métier. Alors c'est pas son métier de faire des vélos bien évidemment, mais c'est son métier par contre de connaître les matériaux et comment on fabrique, comment on fait les qualités et ainsi de suite. J'ai eu Gilles également, Gilles en Asie, qui est notre représentant là-bas en Asie, qui est un copain d'enfance aussi, et qui lui est directeur du marketing pour des grands groupes en Asie. Donc j'ai cette chance-là aussi qu'il était là-bas pour essayer un peu de superviser les fabricants et surtout d'en trouver de nouveaux plus compétents. Et donc là-dessus, je suis très reconnaissant parce que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui on a un nouveau fabricant qui est un fabricant très connu, qui fabrique pour des marques de VTT mondialement connues. Et on a réussi à avoir ce fabricant grâce à lui. Bon, ça c'est la parenthèse. Et puis après, après l'équipe s'est créée, comme je te disais, avec des rencontres, au fur et à mesure. Voilà, aujourd'hui, j'ai Anthony Joubert et Julien Lucky qui sont mes conseillers team managers,
Donc j'ai ces deux personnes qui m'aident. Par exemple, Anthony Joubert, c'est lui qui m'a parlé de Dylan Gobert. Si Dylan Gobert aujourd'hui est dans la team, c'est grâce à Anthony Joubert. C'est lui qui effectivement m'avait appelé pour m'en parler. On a Eric Gros, qui est le mécanicien officiel de la marque Marshall Racing, donc qui est le papa de Guerlain, Gros de l'Église, qui est un pilote. Après, j'ai des gens qui m'aident au quotidien. J'ai Jeannot Bollier, c'est pareil, c'est le papa de CC et de Carlito. J'ai peur d'oublier encore des gens. J'ai Jean qui est un jeune pilote qui a fait des études d'ingénieur mécanique. Alors je ne donne pas son nom volontairement parce que lui, pour le coup, il est un peu dans le secret de Marshall Racing parce que c'est un ingénieur mécanique. Et aujourd'hui, je le fais travailler avec moi. Il m'aide au quotidien pour quand j'ai besoin de designer en 3D. Donc moi, je design en 2D, je lui donne toutes les cotes et dimensions et lui, il me les refait en 3D. Donc Jean m'aide beaucoup, notamment la fourche, la potence, le tendeur de chaîne. C'est lui qui les a conceptualisés en 3D quand je lui ai donné les fichiers en 2D. J'ai Laurie qui est embauché chez Marshall Racing. Voilà. Donc voilà, j'ai tout cet écosystème. Bon, j'espère que, bien sûr, il y a d'autres personnes qui gravitent autour, qui n'en prennent pas ombrage si je ne les ai pas cités. Mais voilà, il y a tout un écosystème qui s'est créé, mais ça s'est créé au fur et à mesure. Tu vois, aujourd'hui, le projet, Marshall Racing, ça a 3 ans. Concrètement, officiellement, auprès du public, ça a 2 ans, parce que les vélos sont sortis 1 an après la création. Et voilà, et j'ai su m'entourer de personnes pour m'aider dans tout ça. On a également aux États-Unis, tiens, voilà, et ça c'est aussi un sujet important, mais j'ai créé donc récemment le groupe LRB Racing, donc la société qui a été créée au Nevada, à Las Vegas. Et là-bas, j'ai Mathieu et Jason qui travaillent là-bas et qui m'assistent au quotidien pour les États-Unis. Et on va embaucher une quinzaine de personnes aux États-Unis. Donc voilà, mais tu vois, ça se fait étape par étape. Cet entourage, justement, concrètement, il y a quelqu'un qui veut créer une marque, etc., c'est important. À quel point c'est important de s'entourer? Alors, ça dépend de la personne. Ça dépend. Le fondateur, qu'est-ce qu'il sait faire, déjà, pour commencer? Partons de là. Qu'est-ce qu'il sait faire? Est-ce qu'il a déjà créé une entreprise? Est-ce que c'est un créateur? Est-ce qu'il sait ce que c'est le marketing? Est-ce qu'il connaît un peu l'ingénierie mécanique? Est-ce qu'il sait faire du commerce? C'est compliqué. Ce qui est le plus difficile, à mon avis, quand tu veux t'entourer, c'est toute la partie ingénierie, recherche et développement. Voilà. Clairement, c'est ça le plus dur. C'est clairement là le plus dur. Parce qu'après, t'entourer, aller trouver des magasins, monter une team, faire 2-3 croquis pour tes maillots, quoi. Là, à la limite, tu peux trouver des gens pour t'entourer. Mais la R&D, quand tu veux faire de la vraie, pure R&D et faire évoluer le BMX, là, il faut être vraiment un créateur et il faut travailler avec des ingénieurs mécaniques et ainsi de suite. Voilà. C'est la partie un peu complexe. Et là, il n'y a pas de secret. Tu sais, il faut aller vers les gens. Il faut s'interroger aux gens. Il faut s'intéresser aux gens. Et à un moment donné, tu rencontres les bonnes personnes. Il n'y a pas de hasard. Ça se fait comme ça. Aujourd'hui, en France, on a quand même cette chance. Pour moi, c'est une chance d'avoir plein de fabricants. Je pense à... Alors, il y a Marshall, il y a Inspire au travers de Franchise, il y a US Pro Bike, il y a Fornix, il y a Ice, il y a Sun, notamment. Il y a vraiment un savoir-faire, j'ai l'impression, en France, des marques. Et ce marché, un peu, comment il est actuellement? Est-ce que c'est un marché qui est pour toi saturé? Comment tu l'analyses un peu? Tu vois, tu commences à être dedans un peu maintenant. Comment tu l'analyses un peu ce marché du BMX, vraiment de la vente de BMX pure? Alors, je pense pas qu'il soit saturé. Il y a beaucoup d'effets de mode. Voilà, il y a beaucoup d'effets de mode. Il y a des gens qui sont là depuis très longtemps et donc qui ont la même mise sur beaucoup de distributeurs, de magasins. Et pour le coup, c'est plus facile pour eux.
Mais c'est vrai, comme tu dis, on a un vivier en France de créateurs qui est très actif. Déjà, faut savoir quand même que dans le BMX, déjà, la France a été très bien représentée depuis des années et des années. Et voilà, et en termes de vélo, forcément, derrière, ça suit. Mais après, je ne saurais pas me prononcer plus que ça. Après, te dire que c'est un marché saturé, non. Te dire que c'est un marché qui te rapporte beaucoup d'argent, non. On n'est pas dans le VTT. Voilà. Mais en tout cas, un truc est sûr, c'est que c'est pas un marché facile. Les marques entre elles, je regrette qu'elles communiquent pas plus ensemble. Moi, je sais que quand je suis arrivé, j'ai essayé de me présenter à tous les fondateurs. Certains m'ont accueilli, d'autres pas du tout. Et voilà. Et je pense qu'après, quand tu veux venir rivaliser contre des gros, c'est pas simple, quoi. Voilà, il faut être solide, quoi. Voilà, et avoir les nerfs bien accrochés. Tu as un peu anticipé ma prochaine question parce que j'allais te demander, quand on est dans un petit milieu comme le BMX, on vit un peu tous les mêmes galères. Je pense que vous, les marques, vous avez parfois les mêmes galères. Et j'allais te dire, quelles sont un peu les relations entre les marques. Bien sûr qu'il y a de la concurrence, donc forcément, on va pas... Ce serait mentir se dire qu'il y a de l'amitié entre toutes les marques. Mais toi, tu me dis qu'en fait, finalement, il y a peu de communication entre les marques. Alors écoute, moi je suis arrivé tel un bisounours. Tu sais, avec un arc-en-ciel sur le ventre. Pensant que tout est beau, tout était gentil. Tu sais, moi je suis resté Vision Streetwear, California Love, tout va bien, quoi. Parce que je pensais que c'était comme ça. Je me suis vite rendu compte que c'était pas comme ça. Je me suis vite rendu compte que certains fondateurs étaient complètement à l'ouest, qu'ils défendaient leur petit beefsteak férocement, sans aucune classe. Voilà, clairement. Et ouais, excuse-moi du terme, mais j'ai débandé, quoi. Mais tout ça pour te répondre, l'ambiance en France, entre les marques, je le regrette, mais elle n'est pas top. Et je pense qu'aux États-Unis, par contre, c'est pas du tout comme ça. Je pense qu'aux États-Unis, il y a une très bonne ambiance entre les marques. On peut être concurrent et se respecter à la fois. Je vais donner une petite anecdote, si tu me le permets. On m'a beaucoup parlé de Christophe Lévesque, qui est le big boss de US Pro Bike et de Chase, et très souvent en négatif. Bon, pour le coup, moi, Christophe, je le connaissais en tant que pilote, c'est une légende. C'était une légende, en tout cas moi, à ma période, c'était une véritable légende. Et donc forcément, quelqu'un souvent avec un fort caractère, un fort tempérament qui va avec ce côté sportif. Et bon, j'avais un peu des a priori, parce que beaucoup de gens m'en a dit du mal. Et au championnat du monde à Nantes, on était dans les tribunes réservées. Il est venu, il était là, il s'est assis à côté de moi. On a regardé la course à la télé. Et moi, à l'époque, j'avais la cheville cassée encore, donc j'étais obligé d'allonger ma cheville. Et on a commencé à parler ensemble. On a parlé au moins pendant une heure et demie. Eh bien écoute, j'ai été agréablement surpris. Un mec super sympa. Pas du tout ce qu'on m'a présenté au quotidien. Un mec super sympa. Et tu vois, même pour te dire, c'est que j'ai un pilote à moi, un élite argentin qui a cassé sa chaussure, sa semelle en carbone. Je suis allé voir Christophe, il avait son stand US Pro Bike. Et je lui ai dit, écoute, je suis emmerdé, là j'ai un pilote qui a cassé sa semelle, bon c'est un Argentin, ils sont en galère un peu de thunes et tout, est-ce que tu peux m'aider? Et le mec, tout de suite, il m'a dit, viens, on est allé sur le stand, il dit, mais voilà, il m'a aidé, quoi. Il m'a aidé financièrement, il a aidé le pilote, financièrement, il n'était pas obligé de le faire. Il aurait pu très bien me dire, vas-y, non, je peux pas. Non, il a aidé. Et je trouvais ça bien. C'est très classe de sa part. Et je pense que c'est tout simplement parce qu'il a l'esprit américain. Tu penses que le problème, il vient peut-être du fait que c'est plus une mentalité française? J'ai l'impression, ouais. Ouais, j'ai l'impression, ouais. Parce que je connais pas les fondateurs de Meibo, mais je pense pas qu'ils soient comme ça non plus, quoi. Je pense que ça est peut-être des gens plus ouverts. Et j'ai la sensation que c'est un peu français. Et pour tout te dire, moi, ça m'a un peu écœuré, quoi. Moi, je suis un peu écœuré, quoi. Entre les relations entre nous, les fondateurs français, les relations avec certains pilotes qui ont craché sur la marque, mais totalement injustifiées, les magasins qui t'appellent même pas alors qu'il y a une marque qui pousse très fort, parce que tout simplement parce qu'ils sont picousés par une ou deux grandes marques.
Eh ben, tout ça, ça m'a un peu écœuré de la France, ouais, très clairement. Et c'est pour ça que d'ailleurs on a créé la société aux États-Unis et que Marshall aujourd'hui est américain, ce n'est plus une marque française. D'ailleurs c'est pour ça que sur les cadres il y a Design USA. Donc Marshall maintenant est protégé dans le monde entier et ça devient une marque américaine. Mais c'est dommage parce que je reste un Français quoi. Et je trouve ça un peu dommage qu'il y ait une telle médisance en France. Et j'ai l'impression que c'est typiquement français. Et c'est vrai que quand j'en parle un peu avec les gens autour de moi, il y en a, ils ne comprennent pas non plus. Ils disent, oh, on ne comprend pas, c'est quoi cet acharnement autour de Marshall, quoi. À tous les niveaux, hein. Allez, dernier passage, on va boire un coup. J'ai tapé là. Faut taper, ouais. Faut taper. Je pourrais essayer de faire sauter. Oui, mais Il faut y aller, hein, mais. c'est la double derrière qui me fait peur. J'ai peur qu'elle m'embarque et que. Non. Au pire, tu mets un petit coup de frein, mais. Parce que je pense que tu pourrais la faire. Moi, j'aime beaucoup parler des erreurs ou des apprentissages qu'on peut avoir durant des expériences parce que je pense qu'on apprend beaucoup de choses quand on crée des projets, comme notamment une marque. Quelles sont un peu les erreurs que toi, tu as pu avoir ou en tout cas les choses que tu aurais peut-être pu faire différemment avec Marshall? Alors après coup, si j'avais dû faire quelque chose... Alors je trouve que je me suis plutôt bien démerdé parce qu'en seulement 2 ans d'existence, on est mondialement connu. Mondialement. Je pense que c'est sans précédent. Et je le dis avec fierté. Donc, je pense pas avoir trop de ratés. Je pense que par contre, si je peux donner un conseil à quelqu'un qui viendrait sur ce marché, mais là, une fois de plus, il va se retrouver dans le cas de blocage comme moi j'ai été, c'est de bien choisir son fabricant. Parce que alors là, crois-moi, que le fabricant, il a droit de vie ou de mort sur toi. Parce que toi, quand tu fais des plans en 2D, tu peux faire les plus beaux dessins que tu veux. Celui-là qui le fabrique, c'est ton fabricant, c'est ton partenaire. Et si lui, il te fait des cadres tordus, ou mal soudés, ou finissant de merde, ou avec des peintures qui ne tiennent pas ou quoi, et j'en passe, lui, il te tue. Il tue ta marque. Et c'est pas de ta faute pour autant. C'est pas toi qui l'as fait. Mais pour autant, tu en es le responsable. Voilà. Et donc, si j'ai un conseil à donner, c'est prendre le temps de trouver un bon fabricant. Mais le problème, c'est que dans le BMX, quand on se lance, on ne fait pas beaucoup de quantité. On est un milieu de niche. Donc, les gros fabricants, on ne peut pas les avoir parce qu'on n'est pas connu. Donc, on tape sur des petits fabricants qui sont un peu du milieu du BMX. Et quand tu tombes au milieu d'eux, eh ben, tu peux vite galérer. Alors ça a été indirectement une erreur. On l'a corrigé au bout de 2 ans. Dieu merci, on est maintenant chez un très gros fabricant qui a fait justement ces petites merveilles, les nouveaux cadres qu'on a aujourd'hui. Mais ça a été un tunnel très sombre pendant 2 ans qu'il a fallu que je traverse. Parce que quand tu reçois des produits qui ne sont pas bons, tu es entre le marteau et l'enclume. Voilà, l'enclume étant malheureusement le fabricant et le marteau les clients. Bon, y a ça. Ensuite, essayer. Alors, c'est pas une erreur pour moi, c'est un gain de temps, mais voilà, nous on a travaillé la fourche publique. Cette fourche publique là qui est la fourche box. Mais en fait, c'est une fourche publique, c'est un moule public, donc ça ne leur appartient pas. Donc c'est vrai que pour le coup, on a utilisé cette fourche parce que on n'avait pas le temps, on faisait déjà le cadre. Et je pense que j'ai parlé à d'autres fondateurs avec qui je m'entends bien. Je ne citerai pas leurs marques pour ne pas les mettre en porte-à-faux, ce n'est pas le but. Mais eux aussi, ils travaillaient cette fourche-là, et on avait le même fabricant que moi et tout. Et pour le coup, pareil que nous, en fait, ils vont travailler cette fourche pour gagner du temps, se concentrer plus sur le cadre. Une fois que le cadre est bien stabilisé, que tu sais que tu as un cadre qui répond bien et qui est bien fabriqué, tu t'attends ensuite à ta fourche. Voilà. Donc, ce n'est pas une erreur en soi, parce que la fourche, c'est vrai que tu as une fourche qui est une bonne fourche en plus. Hein, elle est très bien cette fourche. Hein. Tu vas la mettre aux couleurs, la peindre de ton cadre, et ça va matcher, ça va faire le job. Donc, ce n'est pas une erreur en soi. Par contre, effectivement, tu as des gens après sur Internet qui sont allés attaquer, parce que, tu sais, je vais donner une anecdote parce que les gens ne le savent pas et ça peut être intéressant. Quand j'ai lancé Marshall, j'avais reçu aucun produit, ni les cadres, ni les fourches, ni les roues. D'accord ? Mais par contre, on les a mis en photo et tout ça. Ça allait arriver, mais ce n'était pas encore arrivé. Et j'ai quelqu'un qui m'envoie un lien en me disant « Tiens, regarde sur Instagram, ça parle de ta marque. » Et je regarde sur Instagram et je vois un jeune. Il dit « Ah ouais, les produits Marshall, mais c'est de la vraie merde. Tu sais quoi ? J'ai pris leur roue carbone. J'ai fait 2 tours d'échauffement. Elle a plié en 2 la fourche. Et pour les roues carbone, pareil.
Les carbone, je les ai fissurés au premier saut. Putain, je lui dis ça, moi. Mais moi, dans la tête, je dis, putain, il est culotté, quoi, le gamin, quoi. Je les ai même pas reçus, les produits. Alors, pour le coup, je lui ai répondu. Je dis, ah, ben tiens, c'est intéressant. Et tu pourrais m'envoyer des photos parce que j'aimerais bien voir à quoi ils ressemblent, mes produits. Tu vois. Et ça, depuis 2 ans, c'est plein de petits mensonges, c'est des mensonges. Et tu te dis, pourquoi il y a ces attaques-là, quoi. Tu comprends pas pourquoi il y a ces attaques-là. Peut-être des jeunes que j'ai pas pris en co-factory et qui se vengent, tu vois, maintenant, et qui détestent la marque à cause de ça. J'en sais rien. Bon, bref, j'ai bifurqué. Mais tout ça pour dire que, si je peux donner un conseil, en tout cas, trouver un bon fabricant. Ça, c'est primordial. Un bon fabricant. Sinon, il peut te tuer. Moi, je sais que si là, fin d'année, là, décembre 2022, on a trouvé notre nouveau fabricant. Si j'avais pas trouvé le nouveau fabricant, j'allais arrêter Marshall. C'était pas possible de continuer comme ça. Il me rendait dingue, l'autre fabricant. Je devenais fou. Je voyais mettre des cadres, j'en prenais 30% des cadres, poubelle. Ça, les gens, ils le savent pas. Mais moi, j'ai pas à m'en cacher, je te le dis. Mais pas que moi, hein. Les autres marques, ils ont les mêmes problèmes. Mais peut-être moindres, parce qu'ils sont plus gros, parce qu'ils ont du stock. Donc, mais moi, je suis pas un gros, j'ai pas beaucoup de stock. En plus, on a cette force chez Marshall Racing, c'est que 50%, entre 50 et 70% des produits qu'on reçoit, ils sont déjà vendus. Parce que par contre, les gens adorent Marshall. C'est vrai que depuis 2 ans, on explose. Donc on a cette force-là. Mais en même temps, le problème qu'il y a, c'est que quand tu prévends et que derrière, tu vois qu'il y a plein de cadres qui sont pas bons, et tu es dans la merde. Après, les clients, il faut les appeler, il faut leur dire, voilà, on a des problèmes, il faut être honnête avec eux, il faut leur dire pourquoi. Et leur dire, maintenant, vous allez devoir encore attendre 6 mois pour une nouvelle production. Voilà. Et donc ça, c'était plus possible. Et donc là, on a ce nouveau fabricant qui travaille, il travaille pour les plus grosses marques de VTT. Je ne peux pas les citer parce qu'il faut rester confidentiel. Mais c'est un énorme. Ils sont de Taïwan. Et c'est un groupe, ils ont 7 usines au total. Donc ils sont énormes. Et là, par contre, je suis content parce que c'est enfin un tournant pour Marshall. C'est-à-dire que toute ma créativité, moi, j'ai plus qu'à me concentrer sur ma créativité. C'est grâce à tout ça qu'on a pu faire ces cadres-là avec les zéros soudure et ainsi de suite, apparentes. Et sans eux, je pense que j'aurais arrêté Marshall parce que ça ne pouvait pas continuer ainsi. En fait, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que on ne se rend pas compte finalement, mais un fabricant, il peut vraiment tuer ta marque dès le début en fait. Alors en fait au début tu peux réussir à tenir, si tu es un peu solide psychologiquement et financièrement parlant, tu peux réussir à tenir pendant 1 an, 2, comme j'ai fait moi, parce que tu vas réussir à rebondir à chaque fois, à refaire, à appeler ton fabricant, à dire putain, mais dote-toi d'un service de qualité quoi. Parce que normalement, des cadres comme ça, tu n'es pas censé en recevoir. Normalement, ils sont censés avoir un service qualité, ils contrôlent toutes les dimensions, les ceci, les cela. Bon. Mais quand ça t'arrive au bout de la 3e production, quand ça t'arrive encore, là, par contre, là, ça commence vraiment à faire très, très mal parce que la réputation... alors, nous, on a la chance chez Marshall, c'est qu'on a des produits qui sont très sexy, qui plaisent énormément et qui ont des sensations de dingue. Je veux dire, tous les gens qui ont roulé sur les vélos Marshall, ils ont du mal à faire marche arrière après parce que c'est un vélo qui est vraiment exceptionnel à rouler. Mais quand tu as des défauts de fabrication, ça peut te tuer ta marque. Tu as beau faire tout ce que tu veux, ça peut te tuer ta marque. Et donc voilà, donc bon, pour moi tout ça c'est derrière, c'est du passé. Mais je peux te dire que le nouveau fabricant, je lui ai imposé des normes de dingue. C'est pour ça d'ailleurs encore aujourd'hui qu'on est en train d'apporter encore 2-3 petites modifications sur le nouveau cadre qui arrive, pour encore l'améliorer, pour que ce soit vraiment parfait. Là, j'ai des ambitions, j'ai toujours été solide, j'ai tenu, je pense que j'ai fait le plus dur. Les 3 premières années, ça a été très difficile, psychologiquement parlant. Faut pas, là je te rends un peu dans les détails, mais j'ai quand même fait quelques malaises, quoi. Ça, les gens ils le savent pas, mais il y a 1 an ou 2 en arrière, tellement de stress, tellement de travail, tout ça, je me suis retrouvé à faire pas mal de malaises, à avoir des problèmes de respiration et ainsi de suite. Tout ça, c'est le stress en fait. Mais quand tu travailles 7 jours sur 7, 12 heures tous les jours, au bout d'un moment, t'en peux plus. Et surtout quand tu vois les critiques qu'il y a en face, non justifiées. Tout ça, il faut savoir l'absorber, surtout quand tu es tout seul, quoi. Moi, je suis tout seul à faire Marshall. Mais voilà, donc oui, ça, tu peux ne pas t'en relever. C'est pas le monde des oui, ça, c'est très clair. Et moi, je sais que maintenant, tout ça, c'est derrière moi et je le vis bien. Je pense que 2023, c'est notre année. Voilà. Quand je t'entends là, comme ça, en fait, j'ai le sentiment aussi que parfois, on sait ce qu'on veut, c'est même hyper important, mais qu'il faut quand même accepter de savoir se remettre en question et que même quand on sait ce qu'on veut, savoir se dire finalement, j'ai peut-être pas fait le meilleur choix à ce moment-là. Toujours.
comme on dit, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Donc si effectivement tu as fait une erreur, il faut savoir le constater et le modifier. Bon, après des fois, il y a des choses qui peuvent paraître être comme des erreurs qui ne le sont pas. Des fois, tu peux être un précurseur. Je te prends un exemple par exemple de Apple, quand ils ont sorti leur téléphone tactile. Ils ont éduqué leur marché, ce qu'on appelle éduquer son marché. À l'époque, les gens, un téléphone, c'était juste téléphoner et envoyer des textos. Quand ils ont sorti ça, les gens, ils n'ont pas compris. Ils ont dit, c'est quoi ce truc? Mais au final, regarde aujourd'hui. Voilà. Donc, quand il y a des erreurs, il faut savoir se remettre en question et vite rectifier le tir. Ça, c'est évident. Tiens, par exemple, je te donne un exemple. L'aérocarbone qu'on a fait pour les cruisers. Dans le sud de la France. Ça vise surtout les gens du sud de la France. Tu vois, on a beaucoup de vent. Et donc, notre moule, il fait 38 mm de haut. Donc, en termes de design, c'est magnifique. Mais le problème, c'est que tu as une grosse prise au vent. Donc, pour le coup, on a changé les moules. Donc là, aujourd'hui, les nouveaux moules des cruisers, les 24 pouces, ils font 30-30. Et là, les moules que tu vois là sur mon vélo actuel, ça, c'est les nouveaux moules. Ils font 27 de haut, 30 de large. Tu vois? Donc, là, il faut savoir se remettre en question. Se dire, OK, tu écoutes tes pilotes, tu entends ce qu'ils ont à dire, et il faut toujours leur permettre de leur donner les meilleurs outils pour qu'ils puissent pratiquer leur sport. I'm a star right, get a bark right. I induce pain, I am Luke Kane, mix a Bruce Wayne. I'm a dark knight, watch you stargaze. Got a hard bite, I'm a dog at the leash, better talk right. C'est quoi les futurs projets pour Marshall? Alors le futur de Marshall, c'est de continuer à accroître. Alors Marshall en tant que tel, cadre, fourche, roue carbone, et on n'ira pas plus loin. Ça, je pense qu'on a des produits maintenant, au jour d'aujourd'hui, qui sont très bien, qui sont au top, qui sont tous certifiés. On a fait les tests en laboratoire et ainsi de suite. Donc là, je suis assis sur un socle solide avec Marshall. Donc maintenant, l'objectif, c'est de développer Légion. Donc Légion, ça va être une marque de pièces détachées qui vont venir compléter Marshall, donc en très très haut de gamme. Donc là, on a sorti justement la potence Légion, que les gens ont dû voir apparaître. On va sortir un guidon également Légion. Mais l'idée, c'est que Légion puisse venir compléter Marshall pour l'objectif final, c'est de proposer un vélo d'exception. Comme aujourd'hui, il n'en existe pas. Aujourd'hui, on a des très bons vélos qui sont vendus par diverses marques. Mais on n'a pas des vélos d'exception. Les vélos d'exception, c'est les pilotes qui se les font. Ils se les font à la carte. Ils vont choisir tel pédalier, telle roue, tel frein à disque, et ainsi de suite. Là, l'idée, c'est que Marshall propose un vélo qui va peut-être sortir à 3006, 3007, mais où il n'y aura que le top du top. Il faut que le mec, quand il se dit « je vais acheter un Marshall, je vais acheter une Porsche ». Donc il faut que pour ça, les produits soient parfaits et que toutes les pièces environnantes soient au top du top. Les pédaliers, normalement, on devrait travailler avec Beringer, parce que pour nous, c'est la référence aujourd'hui en termes de pédaliers. En termes de frein à disque, soit on va travailler avec Shimano, soit avec Hop, on ne sait pas encore. On proposera peut-être une option avec Onyx, donc on est déjà rentré en contact avec les fondateurs Onyx. Mais tout le reste, ça sera Légion et Marshall. Voilà. Et donc ça, c'est l'objectif. Donc pour ça, pour amener ce projet-là, pour finir à répondre à ta question, pour ça, il fallait une structure solide qui chapeaute en fait ces deux marques. Donc c'est pour ça qu'on a créé le groupe LRB Racing. Et donc LRB Racing est propriétaire de Marshall Racing et de Légion Bicycle. Voilà. Et va également chapeauter les teams dans le monde entier. Donc le monde entier, c'est les teams aux USA qu'on va développer en 2023-2024, la team Europe, et on est en train de développer une team en Australie et au Japon. Écoute, j'ai posé toutes mes questions. Est-ce que tu as un dernier mot à faire passer, une idée que tu aimerais que les gens retiennent de ce podcast? Alors qu'ils retiennent, je sais pas, ils retiendront ce qu'ils veulent. Mais moi, ce que j'aimerais par contre pour l'AMI, c'est pour le BMX en tout cas en France, c'est déjà que la FFC essaye de parler un peu plus avec les fondateurs comme nous. Quand ils prennent des décisions tout seuls dans leur coin, c'est pas top. Il y a des fondateurs, Marc pour Franchise, Olivier pour Ice, moi pour Marshall, Johan pour Fornix, Romain pour Spad, et ainsi de suite. On est là. Donc quand vous prenez des décisions, par exemple, nous planter des maillots pour des teams privés,
essayez d'en discuter avec nous. Et il n'y a pas que nous, il y a aussi les teams privés de magasins, les teams privés de coachs. Eux, c'est encore pire. Parce que nous, à la limite, on a le vélo pour nous représenter, mais un coach qui monte sa team privée. Voilà. Donc là, j'ai envie de dire, essayons de travailler un peu ensemble parce qu'on a aussi des idées. Voilà, je parlais aussi des compétitions, de ce côté, t'es obligé de faire telle compétition. Au bout d'un moment, c'est lourd, financièrement, c'est lourd pour nous. Voilà, donc peut-être essayer d'alléger un peu ça. Et je pense que pour le coup, ça va réussir à détendre un peu l'atmosphère pour tout le monde dans le BMX français en tout cas. Et voilà, et puis on va suivre un peu Marshall. Marshall devrait participer aux Grants cette année aux États-Unis, justement pour présenter la marque aux États-Unis, commencer à créer cette team aussi aux États-Unis. Et voilà, j'espère qu'on va réussir à bien se développer. En tout cas, nous, on est vraiment contents parce que depuis qu'on a sorti ce nouveau cadre, qu'on a commencé à mettre 2-3 petites photos, on a des retours de dingue. Mais vraiment de dingue, c'est vraiment, et des ventes qui se sont actionnées, on commence à être en rupture de stock sur déjà certaines tailles. Donc voilà, moi ce que je retiens c'est 2023-2024, on se donnerait rendez-vous fin 2024 pour les JO. Et puis j'espère que les pilotes vont continuer à nous être fidèles et qu'ils vont continuer à faire de belles performances. Et voilà, parce que c'est important, j'adresse aussi un message à ma team et à ma co-factory. Donc voilà, qui tiennent bon, qui continuent à se donner à fond. Je suis vraiment content du retour d'Axel Etienne, elle revient très fort. Et ça, je suis vraiment content pour elle et pour Marshall pour le coup. Et voilà, et puis Gigi, on est derrière toi, lâche rien. Voilà. Merci infiniment d'avoir écouté ce nouveau podcast de BMX Media en espérant qu'il vous ait plu. Chaque mois, on vous propose un nouveau podcast, alors on vous donne rendez-vous le mois prochain. D'ici là, portez-vous bien, roulez bien, à très vite.